97.4 foot avec le garage Arayapin, le spécialiste de la carrosserie. Ravat, rêver, réaliser. Bonsoir et bienvenue dans votre émission sur le football local 97.4 foot où il sera question de ce qui s'est passé ce week-end à La Réunion, la dernière journée du championnat de 2e division régionale mais également l'avant-dernière journée du championnat de 1re division. Tout à l'heure nous rejoindra Mickaël Payette pour nous parler justement, nous donner son avis sur cette avant-dernière journée de D1P, mais également va nous parler des Créopolitains comme il le fait si bien tous les 15 jours. Mais d'abord, on a une deuxième invitée, elle s'appelle Anita Turel. Bonsoir Anita. Bonsoir. Anita Turel, que vous ne connaissez peut-être pas, mais vous la connaissez si vous fréquentez le football réunionnais depuis quelques années. Elle est la présidente de l'Oxa Léopard. Pourquoi l'Oxa Léopard? Tout simplement parce que c'est la deuxième équipe après Grandbois que nous avions reçu ici même il y a quelques jours. Donc c'est la deuxième équipe à accéder parmi l'élite la saison prochaine. Alors, de manière un peu surprenante, Anita, on est d'accord, vous vous attendiez vraiment, avant le coup d'envoi de cette dernière journée, à une telle fête que vous avez fait après? Non, pas du tout, on n'y attendait pas, on s'y attendait pas. Oui, c'est surprenant pour ceux qui ne connaissent pas. Il faut savoir qu'avant cette dernière journée, il y avait 3 équipes, donc ex-aequo à la 2e place, la JCV Saint-Pierre, avec un goal average particulier favorable par rapport à 3 bassins. Et par rapport à vous, vous étiez en 3e position, donc il suffisait simplement que les autres gagnent, et bien pour que vous soyez donc éliminés, on dira, en tout cas pas aussi récompensé. Alors, vous avez eu le temps de faire la fête malgré tout hier soir avec ce résultat qui vous tombe quelque part sur la tête, non? Oui, on a fait la fête, on a même défilé en ville de Saint-André. On n'avait pas préparé grand-chose, mais enfin on s'est fait inviter, on a trouvé la solution. Vous avez trouvé des gens pour vous Voilà, inviter, exactement. Et ces jeunes, parce que bon, je crois savoir que cette équipe de l'Oxa Léopard est composée de beaucoup de jeunes. Comment ils ont vécu cette expérience formidable? Mais ils n'y reviennent pas encore, hein. De toute manière, pour eux c'est totalement inattendu, mais ils y croyaient quand même. Jusqu'au bout, ils ont joué le jeu. Vous avez écouté un peu la radio, vous regardez un peu sur internet l'évolution des scores, j'imagine pour ça. Non, mais dans les tribunes, par contre, on entendait. Il y en a qui sont chargés de faire. On entendait. On va parler de Saint-André, le stade de Baby-la-Rivière, qui est votre stade fétiche aujourd'hui. Il est adapté pour des matchs de 1re division la saison prochaine, j'imagine? Oui. Même s'il y a des travaux encore à faire, je pense que la mairie va se charger. La mairie, elle vous suit? Oui, elle me suivra. D'accord. Avant donc d'aller un peu plus loin dans cette discussion, dans ces échanges avec Anita, je vous propose de voir un premier sujet. C'est justement le match sur lequel nous nous étions rendus, persuadés que ça allait se passer de manière très naturelle. Eh bien pas du tout. C'était au stade Michel Volney à Saint-Pierre où la JCV Saint-Pierre s'est prise le pied dans le tapis face à la JS Ouest. Les images. La JCV Saint-Pierre avec le maillot foncé savait ce qu'elle avait à faire. Elle le savait tellement bien que c'est sans doute dans la tête que ça a coincé docteur. Puisque battre la JS Ouest après avoir réussi d'autres exploits, gagner 2 fois contre 3 bassins, 2 fois contre l'Oxa Léopard, ça ne paraissait pas une mission insurmontable. Et pourtant, sur cette belle pelouse du stade Michel Volney à Saint-Pierre, ils se sont pris de pied dans le tapis face à une équipe de la JS Ouest et qui n'était pas forcément favori de cette rencontre, mais qui n'avait absolument rien à perdre dans ce match très décontracté, au contraire d'un adversaire un petit peu tendu, à l'image notamment de cette belle action de contre pour Salomon Key qui tente le grand pont sur le gardien de la JS Ouest. Il n'y parvient pas. Et donc c'est ça la première occasion, la 4e minute pour l'équipe saint-pierroise. Il va y en avoir une ou 2 autres, mais attention en face, l'équipe de la JS Ouest est également bien regroupée, bien organisée. Et là, c'est le gardien Eva qui est obligé d'intervenir face à l'attaquant de l'Ouest, qui aurait pu donc ouvrir le score. La réaction de la JCV Saint-Pierre intervient, vous l'avez vu, sur cette balle qui a été détournée joliment par le gardien de la JS Ouest. On est en première mi-temps, 0-0, pas de drame à l'horizon, ce d'autant que le gardien Saint-Pierrois est quand même sollicité. C'est quand même un nouvel avertissement auquel ont droit les joueurs de José Batista. En ont-ils tenu compte? Eh bien, peut-être pas suffisamment, car à la 45e minute, sur ce corner, allez, faute de main ou pas, peu importe, masqué, peu importe, le but, il est là, le ballon est au fond des filets, la JS Ouest ouvre le score, et sème le trouble, voire la panique au sein de cette équipe de la JCV Saint-Pierre, à qui il reste encore 45 minutes, la deuxième mi-temps, pour refaire son retard.
José Batista va profiter au bout de quelques minutes dès le retour des vestiaires pour procéder à quelques changements. Il apporte du sang neuf, il veut réorganiser son équipe. Mais cette équipe a du mal tout de même à prendre les choses en main. En face, tout est décontracté, on joue correctement, on joue simplement et on joue plutôt bien. Alors cette nouvelle occasion des Saint-Pierrois va peut-être être la bonne. On passe plusieurs joueurs et finalement c'est un but qui est refusé par le juge assistant qui avait bien vu qu'il y avait une position de hors-jeu du buteur. Donc on en reste à ce 1-0. Pourquoi pas cette égalisation là-dessus. Et finalement la solidité, la solidarité de l'équipe de l'Ouest va faire la différence. On ne parvient pas à trouver la faille. Les minutes s'écoulent. La JCV Saint-Pierre commence à se poser de terribles questions. À une montée, à une marche de cette montée, va-t-on tout oublier alors que le pigeon aurait pu nous priver de cette image, de cette balle boxée par le gardien de la JCV Saint-Pierre. Et le plus dur arrive à la 83e. Nouveau coup franc, ballon renvoyé. On pense à une contre-attaque de la JCV Saint-Pierre qui va chercher l'égalisation. Et finalement, c'est un contre, mais de l'autre côté, regardez, ça va partir très vite. Coup de tête, au milieu d'un paquet de joueurs. Personne. Si, il y a Jory Durand qui imite Joséphine Mathieu qui avait marqué en première mi-temps et c'est lui qui offre donc le deuxième but à son équipe. La JCV Saint-Pierre s'écroule. Pas de drame sans doute car elle n'existe que depuis 3 ans. Elle devra peut-être attendre encore un petit peu pour essayer de monter en première division. La saison prochaine pourquoi pas, à condition évidemment de garder cet effectif et ce jeu. Mais une équipe qui a bien du mérite, malheureusement, elle a échoué là. Pascal, cet après-midi, au vu de la feuille de match, on ne dirait pas que la JSO a procuré un très beau football et on ne dirait pas qu'elle pouvait faire ça à la JCV cet après-midi. C'est vrai, quand on a regardé cet après-midi, on avait une équipe décimée. Ce matin, 2 joueurs nous ont appelés, soi-disant qu'ils étaient blessés. Bon, avec ces aléas du foot. On est arrivé à 13 sur la feuille de match. Il fallait composer une équipe face à cette JCV qui joue la montée cet après-midi, qui joue son va-tout. Cet après-midi, on n'a pas senti une équipe de la JCV vraiment concernée. C'est peut-être l'enjeu, on va dire l'enjeu qui a pris le pas sur le jeu pour la JCV. Nous, on a joué notre football, on a pratiqué ce qu'on est capable de faire, avec un petit peu plus d'efficacité, ce qui nous a manqué sur les matchs, on va dire, un petit peu charnières qu'on a eu. Justement, on regarde ce match de cet après-midi, tu n'as pas un peu de regret par rapport à la saison? Avec les scies, comme on dit, on peut mettre Paris en bouteille. Mais bon, le foot, ça se joue vraiment sur la compétition et être compétiteur. Sur un match, nos garçons ont montré qu'ils étaient capables. Maintenant, il faut travailler là-dessus. Il faut préparer la prochaine saison justement pour bien se préparer pour de juillet à décembre, comme on a prédit. Donc, c'est à nous de bien préparer ça. On peut saluer là, Anita, je crois, le fait que les équipes d'une façon générale et la JS Ouest d'un côté, Grand Fond de l'autre, aient joué le jeu jusqu'au bout. Ce sont 2 équipes qui n'avaient plus rien à attendre de ce championnat. Et qui ont donc gagné, battu, qui vous ont rendu service, mais vous n'avez rien demandé, vous? Non, pas du tout. Moi, je les ai pas vus du tout avant ce match-là. Ouais. Mais là, c'est quand même réconfortant pour la dignité, on dira, du football. Hein. C'est ça la beauté du football, de toute manière. Rien n'est acquis et tout peut arriver. Alors, l'Auxerre Léopard existe depuis quelle année? 1995. 1995, ça fait donc 5 et 17, ça fait 22 ans. Et c'est vous, toujours, qui en a été la présidente? Exact, je suis la création. Pourquoi vous? Vous me direz pourquoi pas vous? Pourquoi pas, oui, justement. Il y a une histoire peut-être liée au football? Non, il n'y a pas d'histoire, c'est-à-dire qu'il y avait un créneau, on s'est greffé dedans, on a eu le soutien de la mairie parce que les Léopards eux-mêmes et Cambuston avaient des problèmes financiers au niveau de la ligue. Donc on était à côté pour... C'est un club qui a été créé à nouveau, on dira sur les cendres des Léopards, puisque vous portez quand même quelque part le sigle des Léopards. Tout à fait. Alors ces équipes de Cambuston et de la Cressonnière, elles existent toujours aujourd'hui? Cressonnière existe toujours. L'US Cambuston, non. Cressonnière, j'imagine, c'est en 2e division départementale. Exact. Et vous avez de bons rapports avec... Oh, très bon. Je connais bien le président et il y a plein de jeunes aussi qui sont passés par chez nous. Hein. D'accord. On va juste après avoir vu un dernier petit sujet, parler donc de l'avenir, hein, et puis de ce qui vous attend. Vous avez une superbe récompense, vous allez faire un beau voyage très bientôt. Mais d'abord, écoutez ce qu'il nous disait l'entraîneur de l'Auxerre Léopard, Jean-Louis Barthelot, il y a une quinzaine de jours, à la suite du match nul concédé à domicile face à Trois-Bassins, un match important où si les Saint-Andréens gagnaient, ils prenaient une vraie option. Ils n'ont fait que match nul, ils étaient donc assez déçus, mais pourtant ils laissaient une petite porte ouverte sur l'espoir ou l'espérance, comme vous voulez. Écoutez ce qu'il nous disait. Un petit peu déçu par le résultat, puisqu'on a amené quand même au score une 2e fois. Mais après, on ne peut pas non plus se plaindre. C'est une belle équipe en face aussi. Aujourd'hui, on a vu un bon Trois-Bassins. Il y avait quand même un bon match. Il faudra bagarrer jusqu'à la fin, je pense que jusqu'à la fin.
Mais on a quand même pas mal de jeunes aujourd'hui et je tire mon chapeau à ces jeunes-là. Qu'est-ce qui vous attend lors des prochaines journées là? On va sur Bagatelle et après, dernière journée, on reçoit Grandbois. Ça va être pareil, ça va être encore des combats. Ça va être une finale encore, ça, non? Ben, pourquoi pas? Si on joue la montée sur ce dernier match, pourquoi pas? Ben, il faudra jouer jusqu'à la fin. Jean-Louis Barthelot, l'entraîneur de cette équipe donc de l'Oxa Léopard, il y croyait, vous aviez raison d'y croire, et battre Grandbois en plus c'est le vainqueur, le champion, l'incontesté champion de la deuxième division, il fallait quand même le faire. Oui, mais ça s'est pas arrivé facilement, hein, parce qu'en première mi-temps, on avait vraiment peur. Vous aviez peur? Vous étiez à quel score à la mi-temps? 0-0. Ah oui. Et pendant ce temps, donc, on se posait quelques questions, mais vous n'aviez vraiment pas derrière la tête, dit on va quand même gagner et tout remporter. C'était même pas encore l'idée à ce moment-là. Non, à ce moment-là, non. D'ailleurs, je me sentais un peu frustrée parce qu'on arrivait beaucoup en attaque, mais on n'arrivait pas à conclure. Le plus dur commence pour vous, présidente, sans doute, l'année prochaine, dont vous êtes en première division. D'accord. Oui. Ça veut dire ce que ça veut dire. D'autres moyens, d'autres joueurs ou pas du tout? Ben, on ne sait pas encore pour le moment. C'est vrai? Je crois qu'on va enchaîner des réunions de travail avec la municipalité pour savoir comment on va travailler. Mais j'ai foi, sans nul doute, le nécessaire sera fait pour qu'on puisse bien figurer dans cette division et au moins ne pas faire l'ascenseur, quoi. C'est notre ambition. C'est votre ambition, en tout cas on vous le souhaite. Vous allez, c'est un peu le hasard hein, du calendrier qui fait cela, bientôt faire un voyage aux Comores. Vous avez été invité aux Comores, c'est ça? Pourquoi? Pour un tournoi? Pour un tournoi, c'est la Fédération des Comores qui nous a invités. Ils font un tournoi de l'amitié, qu'ils appellent de l'amitié, entre les champions des îles Moélie, Anjouan, la Grande Comore et Majunga et également Mayotte. Et pourquoi vous, l'Oxa Léopard, pas forcément connu sur la place? Par amitié, parce que il y avait des personnes qui venaient de Saint-André et qui nous ont présenté, et ça arrive après cette fameuse accession, ouais, comme une récompense pour les joueurs. C'est pris comme ça? Oui, c'est pris comme ça. Vous aviez tout prévu, vous aviez organisé. Voilà, on va dire comme ça. Écoutez, présidente, merci en tout cas d'avoir partagé ces moments avec nous sur notre plateau. À la saison prochaine, hein, avec plein de bonheur, j'imagine que vous allez me dire, on va d'abord viser le maintien. Exact. Merci à vous surtout. Et puis, juste dernière chose, le football dans l'Est renaît. Une équipe à Saint-Benoît qui ne descend pas, on va en parler tout à l'heure avec Michael. Saint-André qui revient dans la course, Sainte-Suzanne qui est toujours là, qui a sauvé sa tête aussi. Puis il y a Sainte-Marie qui est là, bien placée, Saint-Denis. Je suis bien contente, moi. Enfin. Enfin. Merci, présidente. On regarde les résultats et les classements de cette deuxième division à l'issue de cette dernière journée du championnat. Eh bien voici les derniers résultats. Victoire, on l'a vu, du l'Oxa Léopard, 3-1 face à Grandbois, le champion de la Super D2. Grandfond qui crée la surprise en battant 2-0, 3 bassins, et qui élimine 3 bassins. L'AF Saint-Louis qui gagne 4-0, enfonce un peu plus Saint-Philippe. La Ligne Paradis qui gagne 4-2 face à la Bretagne. Et puis la JS Ouest qui gagne à l'extérieur au stade Michel-Volnay, je vous l'ai dit, face à la JCV Saint-Pierre, 2-0. Donc voilà les derniers résultats 2016 de ce championnat. Voilà pour ce qui est donc des derniers résultats de ce championnat de deuxième division régionale, où les équipes de Grandbois et de l'Oxa Léopard, vous l'avez vu, montent en première division et puis descendent donc en deuxième division départementale, Saint-Philippe, le FC Altela et les Avirons. On va juste, avant de recevoir notre deuxième invité de la soirée, Michael Payette, vous montrer des images de la première division avec tout d'abord un match en retard qui s'est disputé en semaine dernière, entre Sainte-Marie et le SDEFA. Sainte-Marie qui avait pour objectif, qui l'a toujours du reste, c'est acquis maintenant la deuxième place derrière la Saint-Pierroise, alors que pour le SDEFA, les choses c'était un peu compliqué déjà. Allez, ça se passait au stade du Parc à Sainte-Marie, en milieu de semaine, match en retard. Sur l'analyse de ce match-là, par rapport à la première mi-temps, ça vous fait du bien de marquer très tôt? Ah oui, c'est sûr, parce que de ce genre de match-là, on connaît la défense adverse, ça reste bas. Et il est toujours difficile de débloquer la situation, donc le fait tôt, il permet à nous de quand même prendre un bon ascendant sur le match. Et notamment la victoire. Oui, voilà, c'est ça la victoire, c'est le plus important. C'est ce que nous cherchons au début du match. Et c'est pour assurer la deuxième place. Donc la nouvelle Jeanne d'Arc à 6 points. Et même il ne reste plus qu'un match nul et puis normalement la deuxième place à suivre.
Deux équipes qui avaient des ambitions différentes. Évidemment, tout de blanc vêtu, le SDFA dans ce match en retard espérait pourquoi pas glaner les 2 points du match nul. Ce serait toujours cela de prix. En face, Sainte-Marie ne veut surtout pas lâcher le morceau. Une deuxième place à l'issue de cette saison 2017 aurait été une bien belle récompense. Et les occasions sont fort justement face à Fabrice Marbois, le solide, le tenace, l'inusable. Et Fabrice Marbois, occasion donc sainte-marienne, c'est le gardien du SDFA qui boxe en corner. Les Sainte-Mariens vont finalement marquer le premier but de cette rencontre. Regardez cette contre-attaque, tentative de contre-attaque de l'équipe du SDFA. Ça revient sur le côté gauche pour Ivan qui frappe sur la tête de qui? Beau centre, belle tête, Youssouf intervient. Et c'est donc ce premier but pour l'équipe de Sainte-Marie, fort logiquement. Des Sainte-Mariens qui ne sûrement voulaient pas faire de cadeau à aucune équipe, surtout pas au SDFA, et qui donc prend cette rencontre par le meilleur des bouts, un but à 0. Alors, faut-il s'attendre, ou en a-t-elle la capacité, cette équipe du SDFA, amoindrie à cause de très nombreuses blessures? A-t-elle la possibilité de remettre en cause cette suprématie de l'équipe sainte-marienne? Ben, c'est difficile d'autant que l'équipe locale, l'équipe de Fred Bachelier, continue à faire le spectacle, à faire tourner ce ballon et à se créer des occasions. Regardez encore celle-ci, avec un coup de tête, et encore une fois, Marbois qui est obligé de claquer en corner. Toujours l'équipe sainte-marienne à l'attaque, vous n'êtes pas surpris, on le suppose. Et encore, Fabrice Marbois qui retarde l'échéance et qui empêche ces Sainte-Mariens de faire le break. On continue toujours au cours de cette première mi-temps et on continue toujours avec l'équipe sainte-marienne. Cette fois, c'est sur le côté droit que se développe cette attaque avec une balle qui va être jouée par une frappe de Gladysson. Et encore une fois, eh bien qui? Vous l'avez compris, le gardien du SDFA est à la parade. Un but à 0 à la mi-temps, tout est encore possible, me direz-vous. C'est ce que se disent en tout cas les joueurs de Patrick Bototello, les joueurs du SDFA. Il faut donc rester solidaire, essayer d'attendre en contre pour essayer donc de marquer un but. Et bien finalement, ils ne vont pas y parvenir et au contraire même encaisser un deuxième but au cours de cette seconde période. Un but qui est parti cette fois du côté gauche avec Gladysson qui va chercher une solution au centre. Il y a Fabrice qui est arrivé à point nommé et le meilleur buteur de l'équipe sainte-marienne inscrit un but qui lui permet donc d'ajouter une unité à son capital personnel, de rester dans le tiercé de tête des meilleurs buteurs de ce championnat, alors que la Sainte-Marienne l'emporte par 2 buts à 0. Le SDFA n'a pas trop de regrets. Ce n'est pas facile de gagner à Sainte-Marie. Ils ont essayé, n'ont pas réussi. 2 buts à 0 score final. Bon, c'est pas fait, il reste encore 2 matchs. Donc Jeanne d'Arc, ils sont à 2 points. Donc il faut absolument qu'on essaie de faire un nul au minimum contre Saint-Suzanne ou Saint-Paul afin d'assurer notre 2e place. Ça va être quand même un bon résultat. Terminer 2e, bon, on verra par la suite après. Par rapport à l'effectif de cette année, on n'a pas atteint les objectifs ici. C'est vrai, au début on avait un effectif étoffé, mais là ça fait bientôt 5-6 mois qu'on termine avec un effectif très réduit en quantité parce que notre 3e gardien il figure sur la feuille de match comme joueur de champ. Donc pour moi c'est pour ça que je dis, même avec cette équipe qui reste solidaire, des garçons qui se connaissent depuis 3-4 ans, terminer 2e, ça va être quand même un bon résultat sportivement. On prépare l'année prochaine? On est déjà en train de travailler pour l'année prochaine parce que ça ne va pas être évident. Et surtout, côté économique, de plus en plus dans le football, ça devient difficile. Donc il faut prendre le temps pour faire un recrutement intelligent et bien ciblé. Et pour cela, normalement, l'année prochaine, on va essayer de jouer toujours dans le tableau. Par rapport, après, je pense que tout le groupe là a été sérieux. Le match était plutôt bon. Moi, j'étais content de retrouver un peu de temps de jeu. Donc, fait 2-3 matchs que je reprends, mes titulaires. Et j'espère continuer comme ça et puis je suis content. Ouais. Par rapport à cette saison, justement, tu n'as pas été présent tout le temps, c'est quoi, blessure? Non, après, il y a le côté professionnel aussi. Des fois, je ne suis pas toujours disponible les week-ends et tout ça. Et je mène plusieurs activités, donc des fois, mettre le football au second plan, mais là, je suis content, Sainte-Marie peut reprendre du sérieux et puis voilà, peut-être continuer possible l'année prochaine. Voilà, le SDFA donc battu par l'équipe de Sainte-Marie. Vous voyez, l'horizon s'assombrir un petit peu tout de même. On va d'autant plus le savoir parce que le week-end dernier, à l'occasion de la 25e et avant-dernière journée de ce championnat, eh bien, le SDFA n'a pas non plus réussi à gagner. C'était face à un concurrent direct à Saint-Leu, face au Marsouin. On va analyser
disais tout cela parce qu'à une journée de la fin, on connaît désormais qui va descendre, qui pourrait descendre, mais le champion le sait depuis quelque temps, c'est donc la Saint-Pierroise. Et notre deuxième invité va nous parler de tout cela. Il s'agit de Mickaël Payette. Mickaël, bonsoir. Bonsoir Alain, bonsoir à tous. Mickaël qui va nous parler tout à l'heure donc des Criopolitains, journaliste sportif, vous le savez, au Journal de Lille. Alors, on a vu ces images du SDFA qui est dans une mauvaise passe. Ils ont ensuite perdu contre les Marsouins. Ce n'est peut-être pas fini parce qu'on va en parler tout à l'heure, mais les choses se compliquent. Par contre, on va peut-être insister sur 2 équipes, voire 3. Les Marsouins ont gagné, donc se sauvent. Et puis le Racing Club de Sainte-Suzanne également, qui réussit finalement une excellente saison des Saint-Suzanniens ou Saint-Suzannois, je ne sais plus comment dire, qui ont fait match nul à Saint-Denis face au Saint-Denis Football Club, et ça leur suffisait. Oui, la Sainte-Suzanne qui se rassure à Saint-Denis, bon, elle était un petit peu dans l'attente puisque après son résultat nul contre la Capricorne une journée précédente, elle avait justement maintenu en vie cette équipe de la Capricorne. Et bon, là, il fallait absolument faire un match nul. On a vu que Sainte-Suzanne était une équipe solide défensivement, elle l'a encore prouvé. Elle l'a prouvé aussi en coupe puisqu'elle était demi-finaliste de la Coupe de France. Aujourd'hui, elle est demi-finaliste de la Coupe de la Réunion, donc une équipe de Sainte-Suzanne qui est en passe de réussir pour une première année en D1, une vraie belle saison. C'est vraiment formidable pour cette jeune équipe, entraînée par Jean-Marc Tréport. On dira un petit mot des entraîneurs tout à l'heure, parce qu'on entend plein de choses, évidemment, vraies ou pas vraies, et je pense que le spécialiste que vous êtes, vous allez pouvoir nous apporter votre éclairage. Allez, les meilleurs moments de cette rencontre, même si c'était un 0-0 qui a soldé les débats. Et puis à la fin, donc, une interview commune de quelques joueurs de Sainte-Suzanne, tout heureux, et puis également du Saint-Denis Football Club. J'étais au stade de l'Est, Jean-Yves Oula. Ce soir, avec ce match nul en terre dionysienne et avec les autres résultats, la défaite du SDFA, la victoire de Saint-Benoît, vous êtes maintenu dans l'élite locale. Ça vous fait quoi? Grand plaisir. Déjà, bon, nous, en étant joueurs, on n'était pas au courant. Donc, c'est un soulagement. On va dire, bon, on a essayé de donner le meilleur de nous-mêmes. On savait qu'il fallait au moins un nul pour pouvoir rester dans le bon wagon. Bon, ce nul suffit pour qu'on reste en D1, donc grande satisfaction, grande joie, surtout que bon, voilà, le club a eu une ascension assez rapide. Et voilà, c'est deux demi-finales. 2 demi-finales, franchement c'est beau, on savoure et puis on va pouvoir finir cette dernière journée bon, avec une grosse pression en moins et puis se préparer pour cette demi-finale qui peut-être, on ne sait jamais, avec un peu de chance, un peu de... On peut prétendre à aller au bout, qui sait. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions dans cette rencontre. Allez, on en a sélectionné 3 pour les Dionysiens qui jouent tout de blanc, vêtus en première mi-temps avec cette percée personnelle, individuelle de son avant-centre qui vient finalement échouer sur un Pascal Château qui a sauvé la mise à plusieurs reprises pour cette équipe de Sainte-Suzanne. Sainte-Suzanne, justement, à l'occasion, à son tour, d'ouvrir le score sur cette tête de Ferrer et qui passe au-dessus de la cage du gardien dionysien, donc toujours 0-0. Les choses n'évoluent pas. On retourne avec notre micro. Surtout qu'on se fait peur. Au final, vous savez, quand on ne concrétise pas nos occasions, derrière, Saint-Denis a joué le jeu. Il a joué le jeu et puis ouais, il nous a posé quand même pas mal de problèmes. Bon, on a su rester solide en défense, on a fait bloc. Et puis voilà, on va dire que ça c'était suffisant, donc on va retenir que ça aujourd'hui, quoi. Bon, John, on revient un petit peu sur le match de ce soir avec ton défenseur incroyable. Comment ça s'est passé un petit peu alors pour ce match nul? Ça va très bien. Le match, dans l'ensemble, ça va, mais il est un peu déçu de mon match parce que m'a pas marqué. Mais en même temps, il est content parce que mon petit Greg a bien défendu, il m'a bien préparé pour la semaine, pour la demi-finale que lui a joué. Je pense que mentalement et physiquement, il est prêt pour défendre dessus n'importe quel défenseur à la Réunion. Voilà pour moi. Et je me félicite cette Suzanne pour le maintien et pour la demi-finale que Vanessa a joué. Allez les gars. Merci mon petit pote, super ça. Super. Si on revient un petit peu sur ce match-là, Sully, tu es un petit peu le porte-bonheur de Sainte-Suzanne parce que tu restes invaincu dans tes prestations. Ouais, elle est vraie. Sur les 4-5 derniers matchs, nous revient, nous fait des bons résultats. C'est dans le bon moment qu'il nous fait la bonne série et il permet à nous de maintenir à nous. Du coup, l'après est plus content que nous maintenant. Voilà, maintenant nous sommes préparés, demi-finale arrive, tranquille, l'esprit libéré. Ok, super. Greg, alors du coup, John Baba, c'est concurrent ce soir, hein?
Ah oui, ben, il a été fantastique. Il m'a pu préparer mon match, la demi-finale de la Coupe La Réunion grâce à lui. Ça m'a remercié à lui. Sans lui, m'y pris mentalement, comme il a dit. Et puis, me remercier à lui pour tous les efforts qu'il a fait faire moi. Parce qu'il m'a bien couru derrière lui quand même, il faut dire la vérité. Et ça, tout le monde a vu. Mais aujourd'hui, c'était un bon match, un plaisir, maintien à nous aujourd'hui. C'est ça le plus important. Parce que nous sommes quand même un peu dans la difficulté, hein, vu les premiers matchs que nous avons joués au début du championnat. Donc là, c'est un grand bonheur d'être maintenu. Ah oui, très très loin. Et voilà. Ah oui, merci bien. C'est la dédicace pour nous sans lui, nous n'étions pas prêts et nous continuons encore pour la demi-finale. C'est pas fini. Justement par rapport à cette préparation pour la demi-finale et même pour les matchs de championnat, comment ça s'est passé un petit peu cette saison avec Saint-Suzanne? D'abord, on félicite les deux équipes aujourd'hui parce que Banal a fait un très grand match. Donc bravo à Saint-Denis et bravo à l'équipe Saint-Suzanne pour ce maintien. Sinon pour la demi-finale, l'équipe on est presque prêt parce qu'il nous manque encore des 3 bons éléments. On fera avec. Déjà on est dans les carrés pour la demi-finale et j'espère qu'on va faire un très bon match contre la deuxième quand même. Hein. Mais bravo à Saint-Suzanne pour son maintien et merci à toutes les personnes qui étaient là, le public et bravo le staff. Et voilà, merci. Voilà. À l'année prochaine, première division. L'ancien, toujours ancien. On le voit donc la joie, la sérénité au sein de cette équipe de Sainte-Suzanne. On peut dire la même chose pour le Racing Club de Saint-Benoît qui est parti gagner à la Jeanne d'Arc. Ça, c'était pas fait d'avance, c'est ça? Oui, c'était pas fait d'avance. Tout le monde avait même enterré un peu avant l'heure cette équipe de Saint-Benoît, puisqu'on se disait qu'au port, c'était presque mission impossible. D'autant que dans le même temps, la Capricorne avait un bon coup à jouer en recevant la petite île. Donc tout le monde voyait que Saint-Benoît allait se retrouver dans la charrette à l'issue de cette avant-dernière journée. Et finalement, Saint-Benoît a fait un peu imiter un peu avant les Léopards, puisque personne n'avait misé sur les Léopards. Et pareil pour Saint-Benoît qui fait preuve d'une solidité incroyable sur le terrain de l'Ambrakis face aux talentueux buteurs. Hein. Il y avait David Ferrer avait mis tout le monde d'entrée de jeu, que ce soit Briton, Chalbon ou Permal. Il ne marque pas. Et de l'autre côté, il y a Biacolo qui avait déjà sauvé la Capricorne la saison dernière. Biacolo refait le coup. Et, cette fois, il sauve Saint-Benoît. Et puis de l'autre côté, avec ce résultat nul de la Capricorne face à la petite île, il y a aussi l'AS Marsan de Saint-Leu qui s'était fait un peu peur, hein, puisque on n'aurait pas imaginé encore à la reprise que cette équipe de Saint-Leu allait se retrouver dans cette lutte pour le maintien en fin de saison. Bon, et finalement, ils ont assuré l'essentiel, l'équipe de Jamal Bandouma, avec là aussi une bonne pioche à l'intersaison, Digo Salami qui marque le but du maintien, lui qui avait déjà aussi contribué entre guillemets au maintien de la J Petite Île. Donc voilà, donc ça se jouera maintenant entre le SDFA et la Capricorne. On va juste dire un petit mot après avoir vu l'ensemble des résultats, les classements justement. Un petit coup de chapeau également à la Saint-Pauloise dont on n'a pas beaucoup parlé ces derniers temps, qui a perdu largement, on va le savoir, là on va le voir à Sainte-Marie, 5-1, mais c'est pas grave. Ils avaient assuré leur maintien juste avant. Allez, on y va, résultats et classement. Les résultats complets de cette 25e et avant-dernière journée, les Marsouins qui gagnent sur le SDFA face au SDFA 2-1, victoire au port à l'Ambrakis du Racing Club de Saint-Benoît, 1-0, Saint-Denis FC, Sainte-Suzanne on l'a vu, 0-0, la Saint-Louisienne qui avait gagné contre Piton Saint-Leu, 2-1, Capricorne Petite Île, donc un but partout, pas bonne opération du tout là pour la Capricorne. La Saint-Pauloise se fait étrier à Sainte-Marie 5-1 et puis la Saint-Pierroise n'a pas donc failli à Saint-Joseph 3-1 pour l'équipe Saint-Pierroise, le champion 2016 qui se retrouve évidemment avec 12 points d'avance avant cette dernière journée du championnat devant la Sainte-Marienne et la Jeanne d'Arc. Les 3 équipes sur le podium à cet instant, même si la Saint-Louisienne n'a peut-être pas dit encore son dernier mot. Tout en bas, donc Piton Saint-Leu descend, ça c'est sûr. Par contre, entre la Capricorne, 49 points, le SDFA 51 points, il faudra attendre la dernière journée du championnat. Malheur aux vaincus, on va se regarder de loin, parce que, on va le voir, elles jouent dans des coins totalement opposés à leurs habituels terrains de prédilection.
Bon, au vu de ce classement, vous qui connaissez un peu le football local, vous avez tout compris. Le champion, c'est la Saint-Pierroise. Le deuxième, son dauphin, ce sera la Sainte-Marienne. Probablement le troisième, probablement, c'est pas encore fait mathématiquement, l'équipe de la Jeanne d'Arc. Et puis, descend déjà, ça on le sait, c'est la dernière équipe, donc au classement, vous l'avez vu, c'est Piton-Saint-Leu. Par contre, il y a encore une place dans la charrette à choisir entre la Capricorne et le SDFA ayant 2 points d'avance pour l'instant. Mais la prochaine journée, la dernière, elle nous annonce quoi pour ces deux équipes? Donc le SDFA qui va à la Saint-Pierroise et la Capricorne qui va à Saint-Denis. Donc on aura un duel nord-sud pour départager qui accompagnera la GS Piton-Saint-Leu en D2. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que le SDFA n'a besoin que d'un nul, puisque en plus des 2 points d'avance, elle a aussi l'avantage au goal à virage particulier avec la Capricorne. Donc le SDFA n'a besoin que d'un nul. Le problème, c'est qu'elle joue le champion. Ouais. Et là, c'est compliqué avec un champion qui a encore des challenges à relever, comme le titre de meilleur buteur où Jean-Michel Fontaine n'a pas encore pris l'ascendant. Il fait cadeau à personne en ce moment. Regardez, vous l'avez vu, hein, l'Excelsior battu à domicile à Raphaël Babé, 3-1 par la grande Saint-Pierroise de cette année. Sans Michel Fontaine en plus. Sans Jean-Michel Fontaine. Qui était suspendu. Donc là, de son côté, Fabrice, il en a profité pour marquer 2 petits buts et le rattraper. Donc cette dernière journée va être décisive pour l'attribution du titre de meilleur buteur. Et également décisif pour le maintien. Bon, maintenant la Capricorne va au Saint-Denis FC, une équipe du Saint-Denis FC qui est en roue libre, hein, on a vu. J'ai une question à ce propos, moi. Saint-Denis Football Club, SDFA, 2 équipes de la capitale, c'est des amis ou des ennemis, ça? C'est des ennemis. Sans aucune ironie, hein. À vrai dire, c'est des ennemis. Ils ne s'apprécient pas forcément. Bon, maintenant, on va faire confiance à l'éthique sportive. Comme on l'a fait en 2e division régionale, on en a parlé tout à l'heure avec... Tout à fait, le Saint-Denis FC a prouvé qu'elle avait 2 visages, hein. Un visage à la maison, un visage à l'extérieur. À la maison, c'est quand même solide, donc Farid Ben Salem le soulignait à juste titre, hein. Il disait que la dernière journée, c'était pas gagné avec une équipe de Saint-Denis qui a quand même des qualités, qui a prouvé par son classement qu'elle avait un gros potentiel. Donc bon, ça va être compliqué, mais bon, on verra tout ça. On va suivre tout ça dimanche. On va suivre tout cela donc le week-end prochain avec beaucoup d'intérêt, c'est vrai. Alors on va parler des Créopolitains maintenant avec notre top 5. Vous le savez, on va commencer par le top 5. C'est Zachary Boucher, l'Auxerrois, c'est ça, le gardien d'Auxerre. Oui, le gardien d'Auxerre. Auxerre qui est resté sur 5 matchs sans victoire en Ligue 2 et était en position de relégable. Donc Auxerre s'est réveillé ce week-end avec Zachary impeccable dans ses buts. Juste devant lui, Michael Tacalfred d'origine renonnaise qui a fait le boulot aussi et qui a été à l'origine de l'unique but de la partie contre Amiens. Donc Auxerre, Zachary, Michael Tacalfred et même Kenji Boto qui n'a pas joué ce match, donc qui se donne un peu d'air au classement. Une victoire 1-0 sur Amiens, ils ne sont plus relégables, ils ne sont pas barragistes, donc à 5 ou 6 journées de la fin, c'est plutôt de bon augure pour Auxerre. Top 4, Valérie Gauvin, une fille évidemment, vous avez compris. Alors Valérie Gauvin, pourquoi? Il n'y avait pas de championnat ce week-end, mais Valérie Gauvin était toute la semaine avec l'équipe de France B, donc l'antichambre de l'équipe de France A, et Valérie était en stage en Bosnie. Une double confrontation, 2 victoires pour l'équipe de France avec pour le 2e match un but de Valérie Gauvin, donc une semaine parfaite pour la petite Rénonnaise qui continue à s'affirmer et qui, on l'espère, sera dans quelques années en équipe de France A. On l'espère. Notre top 3, Guillaume Moirot. Coup dur par contre pour Guillaume là. Oui, coup dur pour Guillaume. Guillaume qui avait bien démarré, qui était sur une belle lancée. Cette lancée a été stoppée ce week-end, juste après sa passe décisive qui a permis à son équipe de mener face au leader. Mais Guillaume s'est blessé tout seul à la hanche. Gravement, donc, gravement, oui, il a été transféré à l'hôpital, la hanche a été déboîtée, ils l'ont remis en place sous anesthésie générale. Donc là, il attendait encore hier pour savoir si l'IRM, ce que ça allait donner, en espérant qu'il n'aura pas à subir une nouvelle opération. Bon, s'il n'y a pas d'opération, donc ça veut dire que Guillaume va pouvoir finir la saison. On croise les dents en tout cas pour qu'il n'y ait pas d'opération et que sa saison ne soit pas terminée. On l'espère de tout cœur. Le top 2, c'est Dimitri Payet, le Marseillais. Oui, Dimitri Payet. Alors pourquoi Dimitri Payet à la 2e place? Sachant que l'OM n'arrive pas à gagner, tout simplement du fait que le seul joueur à être vraiment au top dans cette équipe de Marseille, c'est bien Dimitri Payet. C'est bien lui qui a évité la défaite la journée précédente face à Dijon en marquant un coup franc magnifique. Là encore, l'étincelle ne pouvait venir que de lui. Marseille n'a pas pu s'imposer ce week-end, mais bon, s'il y a bien un joueur à l'OM qui entre vraiment dans le système OM champion de project, c'est bien Dimitri Payet. On va aller en Thaïlande pour trouver notre top 1, Florent Sinama Pongol. Oui, Florent Sinama Pongol.
Bon, il nous avait régalé déjà en début d'année avec une bicyclette phénoménale. Il a refait le coup il y a 15 jours, une nouvelle bicyclette. Bon là ce week-end un doublé dont une Panenka, donc Florent il s'éclate en Thaïlande, il a retrouvé le sourire, il a retrouvé son instinct de buteur et c'est vraiment de bon augure pour lui pour la suite de sa carrière. Florent Sinama-Pongol, l'acrobate asiatique venu de la Réunion, vous avez vu, vous voyez encore quelques images que Michael nous a trouvées sur ces performances de Florent Sinama-Pongol ce week-end de notre top 1 donc du classement des Créopolitains. 20 ans en arrière, ça vous dit, 1997, on continue notre feuilleton. Et on va tout juste après avec Michael parler de la valse des entraîneurs version 2017. Voilà. Pour l'instant, on va revenir sur ce que faisait la Sainte-Marianne à l'époque. C'est pas la grande Sainte-Marianne d'aujourd'hui qui jouait les tout premiers rôles, bien au contraire même, elle était sur le point de descendre. Et puis il y avait quelques valses, des entraîneurs à droite à gauche qui sont arrivés partis. Allez, la rétrospective de la saison de 1997, nouvel épisode, c'est pour vous spécialement. Une équipe sainte-marienne, néo-promue également, qui savait que jouer dans la cour des grands ne serait pas facile. De jeunes joueurs composent le groupe, parmi eux, Danimir, encore Salama et Picard. Mais de lourdes défaites dans le fief sudiste viennent rompre l'espoir de rivaliser avec les ténors. Contre la Saint-Louisienne, battue 6-2, ce sont Thierry Daquin et Auguste qui atténuent la déception. Face à la Saint-Pierroise, c'est toujours Thierry Daquin qui sauve l'honneur. Mais les défaites se succèdent, le club ne quitte pas les profondeurs du classement. Et au fil des rencontres, l'équilibre intérieur de toute la structure s'effrite de plus en plus. Alex Hamzé, après de longues années de fidélité à l'équipe, rend son tablier. L'entraîneur sainte-marien remplacé par Bob Schneider n'est cependant pas le seul à être remercié. Dans d'autres clubs également, la valse des entraîneurs, voire le départ inattendu de certains joueurs, font tout autant désordre. L'histoire d'amour, car il s'agit bien de cela, entre ces personnes et leur club s'achève. Chacun fait sa révolution à sa façon. L'éternel destin des entraîneurs et de certains joueurs qui vont et qui viennent au gré quelquefois des humeurs et souvent des résultats. C'est aussi cela, le football local. Et à mi-parcours, quelques-uns ont plié bagage ou claqué la porte. Certains ont trouvé un autre club, sûrement pas pour toujours. Car dans ce métier-là, ça n'est jamais pour toujours. La valse des entraîneurs, c'était déjà à la mode à l'époque. Alors, en 2016, on n'a pas eu peut-être beaucoup d'entraîneurs, heureusement encore, qui ont été remerciés. Qu'est-ce qui s'annonce pour 2017? Vous qui êtes, Michael, dans les petits papiers, là, la saison est pratiquement terminée. Est-ce qu'il y a des mouvements qui se dessinent? On parle de Dominique Vélex qui arrive, oui, mais où on ne sait pas. Vous en savez un peu plus? On sait que Dominique Vélex va arriver en milieu de semaine, qui va assister à 2 rencontres. Donc il va faire son choix, on sait qu'il est courtisé par plusieurs clubs.
Bon, on entend parler de l'Excelsior, voire même du Saint-Denis FC. Bon, l'Excelsior a changé d'entraîneur, on a bien vu, ils ont remercié Bernard Mahmoud il y a quelques semaines. Eric Assati qui est entraîneur, c'est même pas d'intérim, il est nommé entraîneur. Il a été nommé entraîneur. Ça veut dire qu'il partirait lui à son tour, Eric. En tout cas, il rétrograderait à nouveau. En tout cas, c'était pas sa volonté, puisque s'il s'est engagé, connaissant Eric, c'est pour durer, c'est pour s'inscrire dans du long terme et faire un travail cohérent. Donc maintenant, après, il y a les dirigeants qui décident, donc on verra bien ce que ça va donner. Que deviendrait Bernard Mahmoud dans cette affaire? On a des échos? Des pistes? Bernard Mahmoud, pour l'instant, il est toujours à La Réunion. Tout le monde connaît ses performances, son CV, tout ce qu'il a apporté à l'Excelsior, tout ce qu'il a apporté à la Saint-Louisienne. Bernard Mahmoud est un entraîneur qui gagne, il l'a prouvé. Et donc, il est sur le marché. Et s'il y a un club qui serait vraiment intéressé, je pense qu'il serait prêt à relever le défi. En tout cas, le club ferait une bonne affaire. On suivra tout ça. On termine, Michael, par une bonne nouvelle, double bonne nouvelle, avec des Créopolitains dont on parlait tout à l'heure, qui vont venir à La Réunion disputer ce qu'on appellera un match de gala. Dites-moi en plus. Oui, puisque ça fait quelques années qu'ils n'ont pas pu se rassembler sur le terrain avec la famille et jouer devant la famille ici à La Réunion. Donc cette année, ils sont deux à avoir... Qui sont-ils? Déjà Dimitri Payet. Payet avec l'appui de sa boîte qui gère son image, va organiser un match à Saint-Pierre le 17 juin. Avec quelques Créopolitains et ses amis qui évoluent dans le milieu professionnel. Donc face à une sélection de La Réunion, une entente de La Réunion, on ne sait pas encore. Donc ce sera le 17 juin à Volnay. Ça sera l'opération Dimitri Payet. Et ensuite le lendemain, il y aura l'opération Guillaume Moirot. Oui. Donc Guillaume Moirot. Rétabli, on l'espère. Hein. Oui, on l'espère qu'il sera rétabli pour être sur le terrain. Bon, le connaissant, je sais. Ça se passera où alors? Ça se passera logiquement à Saint-Paul. Au stade olympique de Saint-Paul. Donc là, cette fois, Guillaume Moirot, avec une forte colonie de Créopolitains, face justement toujours à une entente réunionnaise ou une sélection réunionnaise. Donc deux matchs à grand spectacle qui devraient régaler tous les amateurs du ballon rond que nous sommes. On en reparlera évidemment, ce sera pendant la trêve, puisque la trêve va arriver bientôt avec les dernières rencontres de championnat, de Coupe de la Réunion, demi-finale et finale, et puis la trêve, et pour une reprise d'une nouvelle saison dans des conditions qu'il reste à déterminer, par la Ligue de football, mi-juillet à peu près. Merci Mickaël. Merci à vous. Rendez-vous dimanche prochain pour donc être sur les stades, voir ces rencontres décisives en première division notamment. On vous parlera de tout cela dès lundi soir 19h30 et mardi soir 19h45, 87.4 foot, allez-y partout. Excellente semaine, salut. « 97.4 foot avec le garage Arayapin, le spécialiste de la carrosserie. Rabat, rêver, réaliser.